Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler du mélangeur à miel. Donc c'est un appareil que j'ai acheté au mois de juin de cette année pour me permettre de faire du miel crémeux et éviter d'avoir du miel de printemps qui est dur comme de la pierre. Donc j'ai donc acheté celui-ci, c'est une marque italienne, c'est Quarti et la contenance de ce mélangeur fait 300 kg. On va faire un essai pour du miel de tilleul pour le rendre crémeux parce que le miel de tilleul, quand je le mets en pot, donc il reste liquide mais après il fait un léger grain et je trouve qu'au niveau texture en bouche c'est pas l'idéal, donc je voudrais le faire en miel crémeux justement et pour qu'il soit aussi facile à tartiner sur les bouts de pain. Voilà, donc je vais vous présenter la machine. L'appareil en lui-même, ça ressemble à un gros fût en fait. Le moteur se trouve sur la partie supérieure. Il y a un couvercle pour accéder à l'intérieur du mélangeur. À l'intérieur, il se présente comme ceci. Donc il y a un axe qui tourne dans le milieu et qui permet de mélanger. Donc dans ce cas précis, je vais mettre 75 kg de miel de tilleul liquide que j'ai légèrement réchauffé pour pouvoir le mettre liquide à l'intérieur du mélangeur. Et je vais mettre aussi 10 kg de miel de luzerne qui sera ma base de crémeux, et donc cette luzerne là elle a la texture du miel que je veux obtenir à la fin du brassage de toute cette masse de miel. Donc il faut compter à peu près entre 8 et 10 jours pour obtenir la texture qu'on veut. Donc là, on va mettre déjà en premier le miel liquide et puis ensuite on mettra la base de crémeux par la suite. Donc l'ouverture au-dessus là avec le demi-couvercle et puis donc vers le bas du contenant, vous avez un robinet avec une ouverture totale donc qui permet de faire la vidange totale du mélangeur. Moi, j'ai pris la version non chauffante parce qu'en fait, on a encore une autre version avec une double paroi où on peut chauffer le miel à l'intérieur. Mais là, dans mon cas, ça n'a aucune utilité puisque moi, je fais un brassage à froid. Le miel n'est pas du tout chauffé, sauf le miel de tilleul dans ce cas-ci puisqu'il commence à cristalliser. Donc, il fallait quand même que je le rende liquide pour pouvoir le mettre dans le mélangeur. Mais là, ce système-là, ça chauffe pas du tout le miel, donc ça n'altère pas les propriétés du miel. Voilà, donc maintenant on va mettre le miel de tilleul à l'intérieur. Et ben c'est parti. Donc avant de vous parler du mélangeur, je vais vous faire une petite prise de vue parce que ce matin je dois mettre du miel d'acacia en pot. Là on est en train de faire la mise en pot. Là derrière vous voyez le fût d'acacia qui est ici, voilà, relié au tuyau et à la pompe qui est ici. Donc c'est la fill-up que j'ai acheté au mois de juin. Et on est en train de mettre le miel d'acacia en pot là. Et je vais vous faire une petite prise de vue pour vous montrer un petit peu comment on met le miel d'acacia en pot. Ce miel d'acacia, je vous le rappelle, il est disponible sur mon site internet lesabeillesdeceline.com. Et actuellement, pour l'achat de 29 € sur le site internet, donc que ce soit le miel, les savons ou les caramels, je vous offre un paquet de caramels de 75 grammes pour que vous découvriez un petit peu la gamme et puis pour vous faire un petit plaisir pour Noël. Voilà, et cette offre-là, elle va jusqu'au 15-20 décembre, aux derniers achats de Noël, pour être sûr que vous l'ayez chez vous à temps pour les déguster pour Noël. Voilà, donc on passe aux prises de vue pour la mise en pot. Et puis je pense que cet après-midi on va partir au rucher parce que là ce matin ça caille un petit peu. On est le mercredi 4 novembre et on a eu les premières gelées blanches ce matin. Donc voilà, ça commence à se rafraîchir un petit peu du côté de chez nous. Et ben on passe tout de suite à la mise en pot pour le miel d'acacia.
comme promis, on vous a emmené au rucher cet après-midi pour... donc actuellement, on retire les nourrisseurs. Comme les colonies ont fini leur sirop, pour moi, je trouve que c'est inutile de leur laisser le nourrisseur sur la tête. Ça fait un volume d'air en plus à chauffer. Et je trouve qu'au niveau de l'isolation du haut de la colonie, c'est pas le top. Il y a un peu de déperdition de chaleur. Donc on va vous montrer un petit peu comment on fait tout ça. Et puis ce que j'utilise pour isoler le toit. Donc il n'y a pas de secret, je vous l'ai déjà montré, c'est un isoruche et puis un coussin. Le coussin, donc on trouve chez tous les vendeurs de matériel, ça s'appelle Apifoam. Donc c'est en matière recyclée et je trouve que depuis que je travaille avec ça, les hivernages se passent pas trop mal et même au niveau de la production de miel, je trouve que dans les hausses en saison, je trouve que le miel est mieux réparti dans la hausse et que ça fait des plus belles hausses. Après, c'est peut-être un aperçu personnel, mais je trouve que ça isole quand même relativement bien et de la chaleur et du froid. Bah, c'est parti, on va vous montrer tout ça parce que Pauline est en train de bosser, donc il ne faudrait pas non plus qu'elle se sente toute seule. Donc c'est parti. Alors donc pour celle-ci, je retire les cabochons. Voilà. Et après, donc, la colonie elle se présente comme ceci. Donc il y a les deux lanières à pivard et puis là la colonie qui commence à se former un peu en grappe. Parce que ce matin on a eu les premières gelées, donc elle commence à se resserrer un peu au niveau de la grappe. Hop. Donc, on va remettre un peu de fumée. Voilà. Voilà. Et puis on continue ainsi sur le reste du rucher. Voilà, donc on va continuer et puis je vais vous montrer le type d'isolation que j'utilise pour isoler la partie supérieure de la ruche. Voilà. Hop. Alors, pour ce qui est de l'isolation, donc on utilise un isoruche, donc c'est un coussin à bulles qu'on trouve chez tous les fournisseurs de matériel, que je pose au-dessus de la ruche et par-dessus je mets un coussin en matière recyclée, donc qui s'appelle un Apifoam. Voilà, et c'est ça que je trouve qui est vraiment très bien isolant, aussi bien pour l'hiver, pour le froid que pour l'été. Voilà, on referme tout bien, comme ça tout est bien refermé pour l'hiver et il n'y a pas de déperdition de chaleur au niveau du toit. Alors qu'avec le nourrisseur, c'est pas toujours bien joint au niveau du corps de ruche. Et il y a toujours un peu de passage d'air, même si elles mettent de la propolis, c'est un petit peu, ça fait un petit peu courant d'air. Voilà, on vient de terminer le rucher. Donc là, on a laissé les nourrisseurs sur celles où le sirop n'était pas encore totalement descendu, mais bon, il y a quand même une grosse partie
qui a pris son sirop. Je pense que je repasserai d'ici une quinzaine de jours pour voir si elles l'ont complètement descendu. Là, ça représente quoi? Peut-être même pas un quart du rucher, donc il n'y a pas de grosse inquiétude à ce niveau-là. Je voulais vous montrer donc justement l'isolation du haut de la ruche, parce que pour moi, je trouve que c'est la partie la plus importante de la ruche. Si vraiment il y a une grosse déperdition de chaleur au niveau du toit, elles vont devoir chauffer la ruche et donc elles vont devoir surconsommer pour pouvoir chauffer l'ensemble de la colonie. C'est pour ça, ça fait déjà maintenant une bonne dizaine d'années que j'utilise l'isoruche et puis le coussin isolant là par-dessus. Et franchement, je vois quand même une sacrée différence au niveau de la consommation des réserves durant l'hiver. Avec les balances, j'arrive à me donner une idée de ce qu'elles peuvent consommer, si elles sont bien isolées et si elles le sont moins bien. Et franchement, il y a quand même une grosse différence de consommation à la ruche. J'avais une autre personne qui m'avait demandé pour les plaques de dessous. C'est vrai que je les ai mis sur toutes les colonies là, depuis la mi-septembre, depuis que j'ai posé les lanières Rapivar. Mais c'était plus pour moi me donner une idée de ce qui allait tomber comme varroa suite au traitement anti-varroa. C'est parce que l'année dernière, je me suis fait une grosse frayeur au niveau du traitement avec les lanières Rapivar. Je trouvais que ça n'avait pas une super bonne efficacité. Je vous avais fait un petit live là-dessus justement. Je crois que c'était au mois de novembre l'an dernier, à peu près à la même époque. Et franchement, en faisant un traitement à l'acide oxalique, il tombait encore 500-600 varrois comme ça d'un coup. Là, franchement, c'est que la pression varroa en fait était trop forte. Cette année, on a l'avantage qu'il n'y a pas trop de varroa dans les ruches, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter. Mais là, au niveau de ce qui tombe sur les langes, franchement, pour moi, ça reste raisonnable. Mais malheureusement, il y a encore du varroa dans les colonies. Je pense que pour le varroa, je referai un traitement à l'acide oxalique, un deuxième traitement anti-varroa, un traitement par dégouttement. J'en ai fait aussi l'année dernière, mais je pense que maintenant, ça va être à chaque fois comme ça. Ça va être à chaque fois, tous les ans, je vais faire un traitement au mois de septembre, une fois que j'ai fini de récolter la luzerne. Et puis un deuxième traitement au mois de décembre pour vraiment déparasiter la colonie comme il faut avec l'acide oxalique. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Une chose au niveau de la boutique en ligne, que j'ai deux nouveaux produits qui sont disponibles sur la boutique en ligne. Donc ce sont des savons à barbe. Donc j'en ai un qui est fait à base de mon miel de printemps. Et puis un autre qui est fait à partir de ma propolis conjuguée au miel. Et tout ça avec du lait de jument, donc pour garder toutes les propriétés et la douceur de ces savons. Donc c'est spécialement dédié à ces messieurs. Donc si vous voulez les essayer, ils sont disponibles dès maintenant sur ma boutique en ligne. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de cette vidéo. Elle est assez courte, hein. Après, je pense que je vais vous faire encore un petit descriptif pour le mélangeur à miel, tout ça. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou me poser une question, j'y répondrai volontiers. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao!